Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je reçois Carole Mangui et Stéphane Potet pour un webinar autour du sujet de l'upskilling et du reskilling, notamment lié à cette situation de crise. Alors, je vais laisser Carole se présenter. Bonjour, donc je m'appelle Carole Mangui, je suis cofondatrice de Wiser Skills. Wiser Skills, c'est en fait une solution RH qui permet de cartographier les compétences dont l'entreprise dispose et dont elle aura besoin demain. Voilà. Super. Et Stéphane? Oui, alors bonjour. Donc moi je suis Stéphane Potet, je suis directeur du développement et de l'offre des services dans un OPCO qui s'appelle OPCO Mobilité. Donc OPCO Mobilité, en gros, c'est donc suite à la réforme de la loi à venir, en fait, à la réforme de septembre 2018. Donc c'est l'OPCO qui réunit tous les métiers de la mobilité. Donc dans les métiers de la mobilité, on a tous les métiers du transport routier, transport des voyageurs, transport urbain, et puis également toute la partie maintenance automobile. Voilà. Donc je pense que parmi nos participants, il y a peut-être des gens des transports, mais il y a peut-être aussi des gens d'autres secteurs, et donc chaque secteur en fait a son OPCO. Voilà, on a à peu près 1 an d'existence maintenant. Super. Du coup, Stéphane, première question, elle est pour toi. Quelle tendance aujourd'hui tu vois au niveau de la formation suite aux récents événements? Est-ce qu'il y a des grandes tendances qui ressortent? Alors des grandes tendances, c'est encore un peu tôt pour le dire, je pense, puisqu'il y a quand même là on est vraiment encore dans une période de transition, je dirais. Ce qu'on voit se dessiner, nous, ce qu'on a vu se dessiner en tout cas dans un premier temps, hein, donc une fois que le confinement a été officialisé, c'est d'abord nous on a eu vraiment une grosse activité en termes administratifs et financiers, donc effectivement pour des raisons de trésorerie assez évidentes, on a des entreprises qui se sont tournées vers nous pour se faire rembourser les actions de formation qui étaient faites sur le premier trimestre. Donc ça a déjà été quand même déjà un élément de tendance, hein, c'est que en effet, les entreprises elles se sont dit il faut qu'on trouve la trésorerie qu'on n'a plus, il faut qu'on la trouve là où on peut, et effectivement, elles s'est notamment tournée vers les OPCO pour se faire financer les formations. Donc ça, c'est un premier point qui est pas négligeable, hein, ce qui fait que pour nous, et je pense pour la plupart des OPCO, en fait, il y a une activité sur la fin du mois de mars et le mois d'avril et encore sur le mois de mai assez importante en termes administratifs et financiers. Donc ça a été le premier point. Ensuite, ce qu'on peut commencer à voir se dessiner, parce que en fait, il y a eu d'abord le solde des formations au premier trimestre, et puis ensuite, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont fait que des nouvelles demandes de formation commencent à poindre, quoi. Alors, c'est assez, dans la période, c'est assez complexe, hein, je pense, de monter des formations, hein, même basiquement. Donc, ce qu'on peut voir quand même, c'est que les formations qui sont liées à la crise, ça c'est une tendance quand même qui évolue, c'est-à-dire qu'on voit très clairement des demandes de prise en charge financière pour accueillir sur, par exemple, l'accueil client dans le cadre du Covid, sur les gestes barrières dans l'entreprise. Donc, tout ça, ce sont de nouvelles thématiques de formation. Pour le reste, pour l'instant, en termes de thématiques, on ne voit pas encore, mis à part ces éléments-là, on ne voit pas encore vraiment les choses bouger. Par contre, c'est évidemment sur les modalités de formation que les choses bougent beaucoup. C'est-à-dire qu'on a vu quand même assez considérablement les seules modalités de formation pendant un certain temps ont été les modes de formation à distance. C'est assez logique, hein, dans la période. Donc, on a vu assez considérablement les OF se mettre au diapason. Donc, tous les OF qui avaient des formations dites e-learning, donc, les ont poussés. Et puis, on a vu aussi un certain nombre d'OF transformer de manière assez rapide, et ça, je pense que tendanciellement, c'est important, transformer de manière assez rapide leur offre présentielle en distanciel. C'est-à-dire, et des fois, c'est des zooms bien faits de quelques personnes sur des tranches horaires bien définies. Et donc, il y a quand même quelque chose autour de la digitalisation de l'offre de formation qui, je pense, a vraiment été accélérée, me semble-t-il, dans la période. Tout ça est vraiment à confirmer parce c'est une crise très soudaine. Il est très difficile d'en faire des bilans comme ça à chaud,
mais c'est des choses quand même qu'on peut apercevoir. Voilà. C'est vrai que le digital a permis de sauver un certain nombre d'organismes. Euh, on en reparlera. On a un webinaire qui est consacré à ça jeudi matin. Est-ce que tu as constaté un impact lié à la promotion de la convention FNE? Alors, oui, il y a alors le FNE, faut peut-être que j'explique rapidement ce Ouais. que c'est, parce que c'est. Alors pour nous, c'est assez clair, mais je pense que ça peut être un peu jargonneux pour certains. Donc en fait, bon, l'État, dès le début de la crise, puisqu'on a parlé dès le 1er mars, donc là-dessus, a toujours bien anticipé les choses. L'État a souhaité que, en même temps que l'activité partielle rendue possible dans les entreprises, donc en ouvrant les possibilités de chômage partiel, a voulu l'État investir en fait dans la formation des personnes en chômage partiel. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a mobilisé des fonds d'État qui existaient déjà, et puis il les a ouverts à cette possibilité. Donc, c'est quand même des montants assez conséquents qui ont été débloqués. Il y a vraiment plusieurs centaines de millions d'euros, me semble-t-il. J'ai un petit doute sur la question, mais bon, en tout cas, c'est des montants assez conséquents. Et ça consiste en quoi? Alors, c'est assez simple, c'est qu'en fait, toute entreprise qui est en activité partielle, donc l'activité partielle étant l'autre mot pour dire le chômage partiel, puisque on a changé un peu de lexique là-dessus. Donc, toute entreprise, excusez-moi, qui est en activité partielle peut se faire financer à 100% des formations pour les salariés en question, et donc à 100%, donc 100% des coûts pédagogiques. Donc, c'est de fait, en termes d'annonce, c'est un vrai investissement de l'État, je crois qu'il faut vraiment le reconnaître. En termes d'annonce, ça veut dire on veut faire en sorte que pendant le temps où les gens ne travaillent pas parce qu'ils sont en activité partielle, ils puissent se former pour que leurs compétences soient maintenues, voire augmentées. Alors bon, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le 14 mars, ça a été décidé. En gros, il a fallu un mois pour que le dispositif prenne corps. Donc ça s'appuie, alors c'est des arcanes assez un peu complexes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, alors tout s'articule entre les directs, donc qui sont entre les directs et les OPCO. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que si une entreprise, et donc là, parmi les entreprises qui sont avec nous aujourd'hui, si des entreprises veulent bénéficier, sont en activité partielle, c'est quand même important, sont en activité partielle et veulent bénéficier de ce dispositif, il faut qu'elles se rapprochent de leur OPCO, puisque c'est leur OPCO qui fait l'instruction et qui les aide à monter le dossier. Donc, il y a un dossier à monter, faut pas non plus se cacher les choses, c'est pas non plus, c'est pas des fonds, comment on dit, l'argent magique, puisque c'est le terme consacré en ce moment. Il y a un dossier à monter, les OPCO sont là pour aider. Donc, il a fallu un peu de temps de démarrage, mais là, assez clairement, il y a eu un vrai effet sur le mois de mai. Ouais, il y a eu un vrai effet. On est, nous, pour notre part, c'est à peu près 1 millier de dossiers qu'on doit appuyer. Il faut retenir un point important, c'est que quand les montants sont inférieurs à 1 500 euros, quand la formation elle est inférieure à 1 500 euros, c'est rendu encore plus facile. Voilà, donc c'est assez. Il y a quand même des modalités qui se sont beaucoup assouplies en fait. La doctrine entre le démarrage le 14 mars et puis aujourd'hui, les choses se sont vraiment assouplies. Donc c'est un vrai service, je pense, c'est une vraie possibilité de se faire financer son plan de formation en complément des financements classiques. Et moi, je peux que conseiller aux entreprises vraiment de s'en saisir, quoi. Voilà, sachant que ça ne va pas être éternel, bien sûr. Ça veut dire que concrètement, à la fin de la crise, c'est quelque chose qui va se terminer, quoi. Comme l'activité partielle. Comme l'activité partielle, exactement. Voilà. En fait,
Ouais, il y a juste un point de détail sur les FNE, parce que ça, je suis pas certain que tout le monde l'ait en tête, c'est que en l'espèce, si les formations commencent pendant l'activité partielle, elles peuvent se terminer après. C'est-à-dire que même quand l'activité partielle, le chômage partiel sera terminé, la formation, elle continuera d'être financée sur le FNE. Voilà. D'accord. Y compris si c'est en présentiel, si ça passe en présentiel, parce que là aujourd'hui il y a beaucoup de choses en distanciel évidemment, et si la formation rebascule en présentiel, les entreprises devraient pouvoir trouver un financement. Donc il faut vraiment se rapprocher des OPCO. Il y a des logiques un petit peu différentes en fonction des régions. Donc là les OPCO, et nous en particulier, en tout cas pour tous les métiers de la mobilité, on est vraiment là pour conseiller au mieux les entreprises sur ce dispositif. Donc, elles ont tout intérêt à se rapprocher des OPCO cette semaine. Exactement, elles ont intérêt de se dépêcher, de se dépêcher de le faire. Ça marche. Alors, du coup, c'est vrai que cette convention FNE, elle permet l'idée en fait de la ministre du Travail, c'était de dire pendant que vos salariés sont en activité partielle, profitez-en pour upgrader un peu leurs compétences, les mettre à niveau, voire développer des compétences sur des ambitions, des métiers à venir. Est-ce que, Carole, tu peux nous redéfinir les notions justement de reskilling et d'upskilling? Ouais, en fait, donc tout ce qu'on a, donc il y a deux notions. L'upskilling, c'est vraiment augmenter les compétences, donc développer des compétences que l'on a, mais à un niveau supérieur. C'est typiquement développer des expertises on a commencé à avoir des notions et il faut renforcer. Et après le reskilling, c'est en fait c'est de la reconversion professionnelle. C'est globalement développer des compétences qu'on n'a pas du tout. Donc en général, ça prend plus de temps que l'upskilling. Ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que globalement, on a du fait de la crise qui vient finalement percuter un phénomène d'évolution des métiers qui était déjà en cours. La crise vient en fait accélérer certains changements. Par exemple, si on prend la vente, tous les gens qui étaient en vente, tous ceux qui étaient sur les salons, tous ceux qui faisaient de la communication vraiment qui était très one-to-one, etc., se retrouvent en fait nécessairement à distance et donc doit développer des nouvelles compétences. Et donc c'est le phénomène qu'on a aujourd'hui, c'est le phénomène qu'on peut voir, c'est que globalement toutes les boîtes sont en train de se dire comment est-ce qu'on fait pour s'adapter encore plus vite que ce qu'on était en train de faire. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en gros, si mes commerciaux ils étaient en porte-à-porte ou sur salon, maintenant il faut qu'ils soient sur du téléphone, du mail et les réseaux sociaux. Donc il faut qu'ils acquièrent des nouvelles compétences. Mes communicants, ils étaient peut-être justement en train de préparer des salons physiques, en train de faire des choses qui étaient plus, je dirais, du monde d'avant. Et maintenant ils sont du coup passés à marche forcée sur du digital. Donc ça, en fait, c'est des modifications qu'on a dans tous les métiers, sauf qu'en fait, avec la crise, il faut aller plus vite. Le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de clients. Alors, je l'ai pas dit, mais Wiser Skills aujourd'hui est déployé dans une vingtaine de grands comptes. On est dans tous les secteurs. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a eu deux phénomènes pendant le Covid. Le premier, ça a été de dire mince, où sont les compétences stratégiques? C'est-à-dire, en gros, les gens qui doivent rester en poste malgré la crise. Comment est-ce qu'on fait pour qui doit être au bureau, qui doit être dans l'usine? Donc ça a été le premier phénomène pendant les 15 premiers jours où en fait les RH qui travaillent avec nous utilisaient la plateforme vraiment pour regarder où étaient les compétences. Et puis ensuite, une fois que tout s'était réorganisé, on a eu ce phénomène qui a commencé à apparaître d'upskilling, reskilling, où en fait on s'est aperçu que globalement il y avait des projets qui étaient plutôt au stade de projets, de tests qui se sont déployés en 3 semaines dans certaines boîtes. Par exemple, dans l'assurance, j'ai un client qui faisait de la télédéclaration en test, mais avec le Covid, ils ont juste déployé sur tout le réseau. Et donc, en fait, la télédéclaration, c'est quoi? C'est vous prenez votre téléphone, vous avez un dégât des eaux, vous télédéclarez et vous avez de l'IA, de l'intelligence artificielle derrière qui regarde ce que c'est, etc. Donc, ça a un impact extrêmement fort pour les gens qui font de la gestion de sinistres. Donc, ça, normalement, ça aurait dû mettre 2 ans à être déployé. C'est déployé beaucoup plus vite. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut reformer très vite les gens. Et donc, le phénomène dont on parle, la d'upskilling, reskilling, a été accéléré par le Covid. Et aujourd'hui, on a des plans qui sont, du coup, à moyen long terme, qui sont en train d'être accélérés pour développer la formation plus rapidement. Alors, pour bien le faire, tu disais au début, tu vois des RH qui
qui sont en train de retravailler l'identification des métiers à risque, on va dire en interne, hein, qui sont le cœur du business. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des projets accélérés de cartographie des compétences qui sont déployés en quelques jours, quelques semaines. C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, le sujet de la compétence, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué, tout simplement parce qu'en fait, ne serait-ce que chacun à titre individuel, on ne sait pas parler de nos compétences. D'ailleurs, vous regardez sur LinkedIn ce que vous avez mis. En général, vous avez quelques macro-compétences. Sauf que ces macro-compétences, quelque part, ça me permet pas, en tant que individu ou en tant que RH ou manager, de développer les bonnes compétences des personnes. Donc, en fait, la question, c'est comment est-ce que je mets des mots sur ce que je sais faire, sur ce que je dois développer, et derrière, comment le processus de l'entreprise me permet de développer ces compétences. Et donc, du coup, le process classique, c'est en général un process annuel où je vois mon manager ou mon RH et j'identifie finalement des sujets sur lesquels je dois me développer. Ça, c'est complètement aujourd'hui, je vais dire obsolète. C'est-à-dire que globalement, on est dans l'ère de il faut apprendre à apprendre, il faut se développer au quotidien, etc. Mais ce qui est vrai, c'est que le digital permet, pour le coup, de faire des cartographies beaucoup plus rapides grâce à un système de questionnement qui va permettre à un individu finalement de se dire OK, je sais faire ça. Donc déjà, c'est première chose, c'est mettre des mots sur ce que je sais faire. Que ce soit des choses finalement que je fais au niveau des choses qui sont faites au niveau professionnel ou extra-professionnel, puisqu'en fait, on a tous une vie en dehors du travail qui nous permet aussi de développer d'autres compétences, notamment des soft skills. Et on le sait tous, les soft skills sont des choses sont des compétences qui sont fortement attendues dans l'entreprise et que l'on développe aussi en extra-professionnel. Et donc du coup, on a des campagnes qui ont été lancées chez nos grands clients en disant bah voilà, prenez le temps de faire finalement, prenez un temps pour vous pour valoriser vos compétences et surtout pour réfléchir sur quoi vous devez, aux compétences que vous devez renforcer. Derrière, il y a un point qui est soulevé par Yves, je te coupe, qui dit dans ces exemples, est-ce que du coup cette rapidité ne va pas poser des problèmes de pérennité des dispositifs mis en place par les entreprises? Et est-ce qu'il n'y aura pas effectivement des conséquences au niveau des organisations, voire des conséquences sociales? Alors, ce qu'il faut peut-être aussi retenir, et ce qui est important, c'est que ce travail, il n'est pas uniquement descendant de la RH vers les individus. J'imagine pour que le dispositif soit pérenne dans le temps, il faut qu'il soit participatif et que les salariés puissent exprimer leurs compétences. En fait, le grand changement qu'on voit aujourd'hui, c'est que, en fait, ça fait 10 ans qu'on dit que les collaborateurs doivent être acteurs de leur carrière. Mais en fait, on ne le faisait pas. Grosso modo, vous aviez plein de gens qui disaient qu'il fallait ça, mais on est en train de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, je dis pas que 100% des gens sont acteurs de leur carrière, mais globalement, on a quand même une certaine prise de conscience des collaborateurs qui se disent faut que je me prenne en main. Après, une fois qu'on se dit il faut que je me prenne en main, c'est toujours très compliqué de finalement d'y aller. Donc il y a un phénomène où on a des collaborateurs qui du coup sont accompagnés par les organisations et par les entreprises pour finalement réfléchir à ce sur quoi ils doivent se former. Et puis face à ça, on a des entreprises qui ont un corps social avec des gens qui ont des compétences et qui finalement se posent la question de comment je fais l'entreprise de demain avec les gens d'aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont dans des métiers. Ça fait 25 ans qu'ils font quelque chose et on sait que par l'intelligence artificielle, par l'automatisation, ce qu'ils font, on le fera plus demain. Et donc du coup, la question c'est sur quoi ces gens-là je peux les faire évoluer. Et donc du coup, on a des approches RH qui sont au niveau des grands groupes avec lesquels on travaille, qui sont de dire voilà comment je fais en sorte de matcher finalement les besoins de l'entreprise avec ce que veulent faire les collaborateurs. Et là, on a deux approches. On a une première qui est sur la compétence, qui est de dire voilà, ils ont déjà un socle de compétences, donc je peux les emmener vers un autre métier. Et puis, on voit se développer de plus en plus les notions d'appétence, qui est de dire finalement, c'est super si je forme quelqu'un à Python, mais s'il n'a pas du tout envie d'apprendre le Python, j'aurais mis 8 000 € dehors pour rien. Parce qu'en fait, la personne, peut-être qu'elle ne restera pas chez moi parce qu'elle sera pas, elle trouvera autre chose ailleurs et elle fera autre chose, ou alors tout simplement, elle sera pas bien chez moi parce qu'elle fera quelque chose au quotidien qui est pas bon pour elle. Et donc du coup, les grands groupes travaillent beaucoup là-dessus, qui est de dire finalement, on va essayer, mais je dis pas que c'est simple, hein, c'est de finalement faire matcher
les collaborateurs avec ce dont on aura besoin demain, ce qui demande une approche aussi prospective des métiers. Ce qui est assez complexe puisqu'en fait on voit bien, hein, il y a des métiers où on disait dans 3 ans il y aura plus tel ou tel métier. On se rend bien compte que dans les entreprises on les a encore aujourd'hui parce qu'en fait certaines transformations mettent plus de temps. Donc mais en tout cas, aujourd'hui, on sent plutôt des entreprises qui ont, en tout cas pour nos clients, hein, leur question, c'est comment je fais pour limiter ce qu'on appelle les chaises vides, c'est-à-dire faire en sorte que voilà, on puisse vraiment fluidifier le marché interne. Il y a pas mal de clients, par contre, qui ont finalement gelé les recrutements. Ce qui crée une tension quand même sur le marché interne parce qu'en fait, vous vous retrouvez avec des gens quand même qui sont partis. Il y a quand même des départs dans les entreprises. Les recrutements sont gelés et donc des managers qui se disent bah ouais, mais c'est comment parce que là, j'ai vraiment personne. Et donc du coup, ils doivent regarder en interne comment ils peuvent trouver quelqu'un. Alors, on va revenir après, effectivement, sur notamment le sujet de la mobilité interne qui peut être une réponse. Stéphane, j'avais une question. Tu avais indiqué qu'au niveau de l'Opco Mobilité, vous financiez des audits GPEC. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer un peu l'objectif de ces audits? Ouais, j'écoutais avec attention ce que Carole disait, alors qu'il y a plutôt des clients des grands groupes. Voilà, donc bon, nous on finance effectivement des diagnostics GPEC et plutôt ce qui est intéressant parce que précisément ça fait le parallèle plutôt sur des petites entreprises, hein, donc on parle d'entreprises principalement de moins de 300 salariés et avec une grosse majorité d'entreprises qui sont même plutôt inférieures à 50 salariés, voire inférieures à 10 salariés. Donc on a vraiment cette mission de réaliser, alors c'est pas nous en propre, hein, c'est des prestataires qui travaillent pour nous, de faire réaliser des diagnostics GPEC dans des entreprises de petite taille. Voilà. Et donc j'écoutais avec attention ce que disait Carole et puis aussi ta question, Christophe, qui était de savoir comment est-ce qu'on doit effectivement faire participer les salariés. En fait, c'est la même démarche. En effet, c'est la même démarche pour des petites entreprises. C'est-à-dire que ces diagnostics qui sont réalisés par des prestataires, donc la prestation, elle va durer entre 2 jours et 8 jours, on va dire, selon la taille de l'entreprise. Et il y a, dans bien des cas, hein, alors ça dépend de l'orientation que le diagnostic prend, mais dans bien des cas, effectivement, il y a une cartographie des compétences qui est faite. Et la question est effectivement la même. La question est la même, elle est de savoir, par rapport à la stratégie que l'entreprise a, est-ce que les compétences actuelles qui sont présentes dans l'entreprise, est-ce que ça correspond? Et donc ça, pour faire ce travail-là, en fait, nécessairement, il faut travailler avec les salariés. Donc dans bien des cas, il y a des interviews qui sont faites des salariés, hein, alors toujours avec l'accord de l'entreprise, bien entendu. Donc qui sont faits par les salariés, qui sont faits aux salariés, ces interviews, et qui permettent de cadrer vraiment quel est l'état des lieux, des compétences, et aussi effectivement les souhaits des gens, puisque là aussi je rejoins complètement ce que dit Carole, c'est évident que de toute manière, faire aller quelqu'un vers quelque chose dont il n'a vraiment pas envie, en réalité c'est très contre-productif. Donc la quadrature du cercle, elle est parfaite quand on a un vrai état des lieux des compétences, quand on a une vraie direction d'entreprise, une vraie stratégie d'entreprise, et quand on sait également les salariés dans quelle démarche ils sont par rapport à leur vie professionnelle. Et c'est ce que je trouve plutôt bien, hein, c'est qu'en fait, on voit que ce soit dans un grand groupe comme ce qu'exposait Carole, ou dans une entreprise de 5 ou 10 salariés, en réalité, c'est la même démarche. C'est cette même démarche-là qui permet ensuite de savoir assez concrètement vers où il faut aller, sur quel salarié il faut mettre le poids du corps en termes de formation, ou s'il faut passer par de l'apprentissage, de l'apport externe, du recrutement. Voilà, c'est des choses finalement qui sont très convergentes, me semble-t-il. Voilà, c'est à peu près, nous, chaque année, hein, c'est à peu près 1 millier d'actions qu'on finance de ce type-là. Donc, et on a vraiment, bon, je pense que les entreprises, notamment les petites entreprises, sont vachement intéressées par ça parce que dans bien des cas, elles ont même pas forcément, dans une entreprise de moins de 20 salariés, vous avez même pas forcément d'interlocuteur RH.
c'est parfois, dans les entreprises de moins de 10 salariés, c'est encore pire. Je veux dire, souvent, c'est le gérant qui a tous les aspects. Le gérant, c'est quelqu'un qui vient du technique. Donc, dans notre cas, c'est un mécanicien, un transporteur, un vendeur. Donc, c'est son métier à la base, c'est pas les RH. Et là, ces diagnostics-là, précisément, c'est un grand appui pour eux parce que pendant un temps, ils vont se positionner avec l'aide de quelqu'un sur cet angle-là et réfléchir à leur stratégie en termes de compétences. Voilà. Et ça, c'est l'OPCO Mobilité, nous, on est assez actifs là-dessus. Là aussi, on n'est pas des concurrents finalement, donc je peux le dire. Je pense que là, autour de la table, vous n'avez pas que OPCO Mobilité comme OPCO, ça c'est certain. Tous les OPCO quasiment financent des diagnostics de ce type-là, quoi. Et il y a vraiment des bons retours des entreprises sur le sujet. C'est financé la plupart du temps à 100% en plus. D'accord. Voilà. Carole, j'avais une question. Excuse-moi. Non, je dis par contre, c'est pour les petites entreprises, c'est pour les moins de 300. C'est typiquement le genre de choses que l'État en fait souhaite développer principalement pour les entreprises de moins de 300, sachant qu'à partir de plus de 300, il y a une obligation de toute manière d'avoir un accord collectif sur la GPEC. Donc, vous voyez, ça fait un peu le pendant, quoi. Ouais. Voilà. Alors, justement, quand on passe un certain volume, bien souvent, on doit impliquer les partenaires sociaux. Est-ce que les CSE sont consultés chez tes clients actuellement, Carole, sur ces problématiques ? Oui, après c'était déjà le cas avant. Il y a pour le coup, c'est l'objet d'un dialogue social qui est fort. On a un support important, notamment des partenaires sociaux sur cette dynamique de valoriser l'ensemble des compétences des collaborateurs. Et pas simplement sur le poste actuel, ce qui peut être parfois le prisme de certains RH ou managers qui sont hyper cantonnés sur les compétences que tu mobilises tout de suite. On voit qu'en fait, ce qui pousse aujourd'hui, c'est de dire, il y a deux choses. Il y a des partenaires sociaux qui ont conscience de l'évolution en cours. Et la question, c'est comment on limite la casse sociale, parce que si on ne fait rien, on a des personnes qui vont se retrouver du jour au lendemain sur des métiers où il y a plus besoin d'eux sur les activités qu'ils font aujourd'hui. Donc, il faut réussir à les accompagner. Il y a quand même quelque part, on a 100% des métiers qui sont impactés par les transformations. Donc, il faut qu'on bouge. Et après, on a tous des compétences. Il faut simplement les mettre en valeur. Il faut que l'entreprise les connaisse parce qu'en fait, même un manager de proximité, quelqu'un qui encadre 10 personnes, ne connaît pas toutes les compétences des personnes. Souvent d'ailleurs, il sait pas bien en parler, il sait pas bien les identifier, donc il y a souvent besoin de les accompagner parce qu'un manager, c'est exactement le même cas qu'un gérant d'une petite entreprise. Souvent, il est devenu manager parce que c'était un bon expert, un bon vendeur, et en fait, on lui a pas forcément appris à regarder ses collaborateurs, à les coacher, à les développer. Et donc, c'est important pour le coup justement de travailler sur le fait de développer les compétences. Et donc, les partenaires sociaux ont complètement compris ça et sont un vrai support. Et assez souvent, sur des solutions comme Wiser Skills, c'est eux qui poussent l'entreprise à dire dotez-vous d'outils qui vous permettent finalement d'outiller tout le monde pour que tout le monde puisse finalement faire une sorte de bilan de compétences. C'est digitalisé, c'est peut-être c'est moins poussé qu'un bilan de compétences classique, mais qui coûte plus de 3 000 €. Donc, on peut pas mettre 3 000 € sur chaque collaborateur pour faire un bilan de compétences. Par contre, faire un bilan de compétences digitalisé, ça permet pour le coup à l'entreprise de savoir où sont ses compétences, d'avoir beaucoup plus de fluidité sur son marché de l'emploi et de développer les personnes pour derrière pouvoir tout simplement faire les activités qui sont nécessaires à ce que l'entreprise doit faire aujourd'hui avec beaucoup plus de flexibilité que ce qu'on pouvait faire avant. Alors, j'ai quand même une question pour ramener un peu d'éléments de contexte. On avait fait une étude là courant mai où on avait relevé que seulement 20% des entreprises avaient sondé leurs collaborateurs sur leur bien-être, leur motivation, leur engagement pendant la période. Ce qui signifie, grosso modo, c'est quand même une enquête sur 1400 entreprises. Donc, sur 1400 entreprises, il y en a 80% qui n'ont quasiment pas communiqué, enfin, qui ne se sont pas souciés
ce que vivaient leurs collaborateurs. Donc ma question en fait c'est comment aujourd'hui, fin mai, début juin, tu arrives à faire passer le discours aux collaborateurs qui est de dire maintenant on va évaluer vos compétences ou on va les recenser. Alors que dans le même temps, tu t'es pas du tout inquiété de leur situation préalablement. Je pense que c'est une vraie question, d'autant qu'on voit passer aujourd'hui beaucoup de communication, alors notamment spécifiquement au niveau des startups qui licencient largement leurs effectifs. Hein. Si on prend Uber, si on prend Groupon, il y a beaucoup de boîtes qui licencient un tiers de leurs effectifs. Donc, c'est quoi les bons messages à faire passer aux collaborateurs finalement pour les faire adhérer, sans qu'ils craignent finalement que cet audit ne soit plutôt lié à un plan de licenciement plutôt qu'à un plan d'évolution. Je sais pas si j'ai été clair. Ouais, mais ce problème-là, on l'avait avant la crise, c'est-à-dire en gros, à partir du moment où on demande aux gens quelles sont leurs compétences, dans certaines boîtes, il y a eu il faut voir le passé, quoi. On traîne un truc où il y a certaines boîtes qui ont fait des plans sociaux en disant tous les gens qui ont été notés sur leurs compétences ou deux parce qu'ils avaient mis des grilles dans les évaluations annuelles partent. Donc ça c'est un contexte qu'on a dans toutes les entreprises en fonction des cultures. Le fait que tu dis là 80% des boîtes ont pas sondé leurs salariés, ok, ils ont peut-être pas fait un sondage, mais ce qu'on peut voir quand même, c'est que beaucoup de managers ont pris conscience qu'avec le télétravail, ils devaient être beaucoup plus en proximité de leurs collaborateurs. Il y en a plein qui ont mis en place des daily meetings, enfin un certain nombre d'actions qui sont des vraies mesures de pouls quelque part, qui sont beaucoup plus humaines et qui sont intéressantes. Alors donc ça c'est un premier sujet, c'est-à-dire qu'en fait il y a plein d'entreprises qui avec cette mise en place massive du télétravail se sont découverts une capacité à faire du télétravail et du management à distance qui était finalement ça a été fait sans faire de formation ni rien, hein. C'est juste parce qu'en fait les managers se retrouvaient à distance d'un coup et il fallait qu'ils gardent contact avec leurs collaborateurs. Ils se sont rendus compte qu'il fallait être beaucoup plus en proximité. Donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les gens aient envie de donner leurs compétences. Là c'est simplement en fait un discours finalement de conduite du changement, d'explication, de sens. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que comme on est dans une crise, ça sert à rien de faire des beaux discours de dans 6 mois, dans 1 an, il se passera ça, parce que quelque part, tous, on ne sait pas si dans 15 jours, on pourra aller à plus de 150 km de chez nous. Donc, il faut être simplement extrêmement dans un discours de vérité, d'explication par rapport au contexte actuel. Et la grosse erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Donc, quand on dit faites un travail pour vous-même sur les compétences, il faut simplement expliquer aux collaborateurs ce qu'on va en faire. Et c'est très simple. Ça va vous permettre déjà, vous, collaborateurs, de savoir où vous en êtes. Dans la période actuelle, on voit que c'est quand même beaucoup de citoyens, en fait, se disent finalement, j'ai eu 2 mois là chez moi, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je sais faire, etc. Donc ça déjà c'est intéressant, c'est faire un premier bilan sur moi-même. Le deuxième sujet, c'est que grâce à ça, on va savoir sur quoi vous former. C'est-à-dire qu'en fait, on va arrêter de faire des grands plans de formation avec des formations qui intéressaient peu de gens. Alors je mets de côté bien sûr tout ce qui est formation réglementaire obligatoire qu'on a dans certains secteurs. Je pense à la banque assurance ou au transport où en fait là il y a des heures obligatoires, mais ça on est obligé de s'être certifié. Mais à côté de ça, on avait une culture de la formation où en gros on formait tout le monde à la même chose. Là, grâce à ça, on va pouvoir vous former sur ce dont vous avez besoin. Vous êtes chargé de communication, vous avez besoin de développer les compétences sur la communication digitale et plus précisément sur l'organisation d'événements en ligne. Eh bien, on vous trouve une formation vraiment là-dessus. Et donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant, c'est que vous allez arrêter de perdre du temps en formation et vous allez vous former à des choses qui sont utiles dans votre métier. Et le troisième point, après, du coup, on pourra voir aussi avec vous pour travailler sur un projet de carrière, mais ça, c'est plus à moyen long terme. On va pas se mettre à faire bouger tout le monde là dans les 2 mois, c'est impossible dans une entreprise. Par contre, on construit ensemble un projet qui vous motive et qui fait que vous pouvez vous développer au sein de l'organisation et continuer de développer votre employabilité. Donc, ce qui est extrêmement important, et notamment en ce moment, c'est d'être clair sur pourquoi on le fait et de ne pas faire des fausses promesses parce que personne n'est dupe. D'accord. Alors, quand je t'écoute, en fait, il y a quand même un mot qui résume tout ça, enfin, qui
qui revient, c'est qu'on n'a pas prononcé, c'est je pense que les stratégies de mobilité interne vont prendre toute leur place dans les semaines à venir. C'est vrai qu'en France, nous, on avait fait une étude il y a 2 ans sur la mobilité interne. Et le constat, c'était que, alors je sais plus, ça doit être de l'ordre de 80%. C'était 80% des salariés qui eux-mêmes allaient faire une demande à leur RH en disant je souhaite changer de job. Donc aujourd'hui, la culture française, elle n'est pas dans une mobilité interne décidée par l'entreprise, mais plutôt souhaitée par le collaborateur. Donc j'imagine que là, dans les semaines à venir, on va plutôt inverser la tendance. Ça fait partie de cette notion, notamment, autant l'upskilling, on a bien compris que ça permettait de renforcer une compétence, de renforcer sa place dans une fonction dans l'entreprise. Mais concernant les notions de reskilling, là, on va plutôt s'adresser à des problématiques de mobilité interne et, comme tu l'as dit, d'évaluation des soft skills pour voir si les personnes sont capables d'aller d'un poste à un autre, dans quelles conditions, etc. Est-ce que tu vois tes clients cette tendance arriver? Oui, en fait, ils sont en train de marketer les programmes. C'est-à-dire qu'avant, le reskilling, c'était plutôt, on n'en parlait pas trop. On avait un service, là, on voyait qu'il y avait une rupture de charge qui allait arriver. On essayait de le gérer un peu comme ça. Là, c'est assez massif. Puis en plus, comme on a gelé les recrutements, on a plutôt intérêt d'arriver à faire bouger les gens bien, quoi. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est en train de marketer les projets pour dire, bah voilà, on a un programme pour vous aider finalement à travailler votre projet de carrière et à trouver chez nous ce sur quoi vous pouvez vous épanouir. Bien sûr, en cohérence avec les besoins de l'entreprise. Il n'est pas question de vous emmener sur des métiers dont on n'a pas besoin. Sinon vous allez ailleurs. Mais pour le coup, il y a tout un travail de marketing qui est en train d'être fait. On donne un nom au projet, on met en place des cellules spéciales où en fait on forme les conseillers carrière vraiment à l'écoute et à l'orientation professionnelle. On les outille et on a aussi à côté de ça un gros travail sur les managers. Parce qu'en fait, l'année dernière, vous étiez habitué parce qu'il y avait des programmes de recrutement importants, vous aviez besoin d'un profil, à le prendre sur le marché externe et donc du coup à avoir tout de suite quelqu'un, là d'un coup il faut le prendre sur le marché interne et c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas l'expérience que vous escomptiez. Donc du coup il faut aussi que les managers acceptent qu'il y a peut-être falloir un peu plus de temps pour que les gens soient opérationnels, sachant que la grosse difficulté actuelle, elle est que nos managers sont tous sous pression. C'est-à-dire que vous vous retrouvez, on est en milieu d'année, les objectifs qui ont été annoncés avec le Covid, il y a quand même un sacré impact. Donc vous vous retrouvez avec des managers qui, comme d'habitude, sont pris en étau entre des contraintes opérationnelles et une réalité de staffing. Et donc c'est ça qui est très difficile aujourd'hui à accompagner. Mais pour le coup, ce qui est vrai, c'est que cette notion de reskilling est quelque part un peu sur toutes les bouches de mes clients. C'est-à-dire, en gros, comment on fait pour y arriver et dans les temps impartis. Il y a Isabelle qui demande comment inciter les collaborateurs à utiliser leur CPF. Oui, je vois cette question. C'est quelque part, je pense que le CPF, il faut pas nécessairement le voir différemment de ce qui se faisait précédemment sur ce terrain-là. Donc, on a tous bien compris que la réforme de la formation professionnelle, en fait, elle donnait encore plus de droits sur ce compte personnel de formation aux salariés. Bon. Et donc ça, c'est un fait acquis et je pense qu'il faut vraiment en tenir compte. Ça ne veut pas forcément dire, pour autant, que l'entreprise ne peut pas discuter de ce sujet avec le salarié. Et c'est là où précisément, je pense que quand on a des projets de formation qui sont vraiment co-construits, et vraiment j'insiste sur le mot co-construit, mais quand on a des projets de formation qui sont vraiment co-construits, à partir de là, dans certains cas, le salarié peut accepter en fait d'utiliser en partie son CPF pour financer un projet de formation. Par contre, évidemment, on n'est pas sur de la formation obligatoire, on n'est pas sur de la formation maintien sur le poste, évidemment. Je veux dire, on est plutôt sur des projets qui doivent être
liées a priori à là plutôt à comment dire un upskilling pour reprendre le terme un peu fort, ou pourquoi pas à une reconversion à l'intérieur de l'entreprise. Enfin, il faut qu'il y ait un vrai projet professionnel du salarié derrière, mais il faut arrêter de penser que les projets de formation des salariés sont toujours divergents des projets de formation des employeurs. En réalité, dans bien des cas, il y a des choses qui sont très convergentes. Et typiquement, le CPF continue, au même titre qu'auparavant, à être un des outils de co-construction de la formation. Donc, qui dit co-construction, à mon sens, bon, c'est mon avis, peut-être que des employeurs me diraient autre chose, me diraient, bah non, ça va pas du tout, mais à mon avis, co-construction, ça veut dire quoi? Ça veut dire un projet partagé, ça veut dire aussi un financement partagé. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait une partie sur le plan de formation et une partie sur le CPF. Mais à partir du moment où il y a cette co-construction, très franchement, c'est assez, ça reste toujours possible, quoi. Voilà. Puis je profite de dire, par rapport à ce qu'on disait sur, tu disais tout à l'heure que seulement 20% des entreprises avaient sondé leurs salariés pour savoir comment ça se passait. Alors bon, déjà, bon, là pour le coup, je pense qu'il faut avoir une certaine indulgence. Ça a été tellement soudain. Les entreprises, moi je le vois vraiment sur les entreprises, les PME, là, d'un coup, il a fallu tout arrêter, d'un coup, mais du jour au lendemain, enfin, je veux dire, on l'a tous vécu, hein, avec effectivement, dans bien des entreprises, le télétravail n'existait absolument pas. Je veux dire, on est passé de 0 à 1 en une semaine, quoi. Voilà. Avec, en plus, donc la question de l'activité partielle, avec en plus la question, évidemment, de l'activité économique, parce que il faut, je pense, là, dans toute notre thématique, il faut avoir toujours l'activité économique en toile de fond, hein, parce que c'est quand même ça qui va faire le là au bout du compte. Et donc je pense qu'en effet, assez rapidement, les problématiques ont été assez lourdes pour les entreprises. Moi, ce que j'ai quand même noté, hein, je m'appuie là-dessus, il y a une enquête de Terranova, là, qui est le think tank, qui a fait une enquête sur les relations entre les managers et les salariés dans la période du Covid. Et en fait, assez paradoxalement, en l'espèce, ça a été, je veux dire, les relations managers-salariés sont meilleures là depuis 1 mois et demi que ça l'était les trimestres précédents. Comme si tout d'un coup les choses s'étaient déliées, peut-être la prise de distance un peu permettait aussi de pondérer les choses. Peut-être qu'on est plus sensible au fait qu'effectivement quelqu'un vous appelle pour savoir où est-ce qu'on en est, un suivi finalement plus ponctuel, mais un vrai suivi à un moment donné. En fait, les choses, dans bien des cas, il semble que les crispations qui pouvaient exister se sont un peu délitées, ce qui est plutôt quand même une bonne nouvelle, je trouve. Alors, il ne faut pas en faire une généralité, c'est pas vrai partout, hein, mais tendanciellement, quand même, ça c'est plutôt, les choses se sont plutôt améliorées. Voilà, un point que je trouve quand même assez évident, enfin assez intéressant, quoi. Voilà. Ouais. Et puis peut-être sur la mobilité interne, je voulais ajouter aussi, puisque c'était une des thématiques. Là, je m'appuie plutôt aussi sur les entreprises de petite taille ou de moyenne taille. Je pense que ce qui va permettre ce qui va être un profond accélérateur, c'est l'impact de la crise sur la masse salariale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas totalement se leurrer. Concrètement, là, on a la moitié de la population active qui est au chômage partiel. Bon, on peut que espérer que l'intégralité des gens en chômage partiel retrouvent une activité totale rapidement. C'est quand même pas certain. Je veux dire, l'activité, les pertes de trésorerie, les pertes de rentabilité, tout ça, ça a un impact sur une petite entreprise. Ça a un impact profond et ça peut avoir des impacts sur la masse salariale. Et donc, en effet, on peut penser que les compétences des gens, les postes des gens vont, par contrainte, un peu évoluer. C'est-à-dire que si on doit contraindre la masse salariale, ça veut dire que plus d'activité va être portée sur telle ou telle personne, donc les postes pourraient être reconfigurés un peu au forceps, un peu rapidement. Voilà, c'est-à-dire ce qu'on a vu en 2008, ça a eu cet effet-là, hein, post-2008. Sauf qu'en 2008, ça a pris 4 ans.
là, on est plutôt sur des choses sur 6 mois. Donc, c'est extrêmement rapide. Donc, ça va être un peu, ça risque d'être un peu sportif de ce point de vue-là, quoi. Mais je pense que ce qu'on a besoin de savoir, et on va le savoir là dans les quelques mois, c'est l'activité, le chiffre d'affaires, comment est-ce qu'il se comporte, est-ce qu'il revient assez vite à la normale ou pas. Et en fonction, effectivement, il pourrait y avoir des changements ou alors moins et tant mieux. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas les mêmes échos sur ce que tu annonces au niveau des résultats de l'enquête. Et surtout, j'ai pas les datas. Je sais pas qui a été interrogé et quel est le volume que ça représente. C'était juste pour modérer Oui. la position. J'ai quand même une question qui revient assez régulièrement et qu'on traite assez régulièrement sur le CPF. Moi, quand j'interroge un salarié, en général, ça m'arrive assez souvent, déjà le CPF, il sait pas ce que c'est. Donc, est-ce que le CPF, c'est un véritable outil? Est-ce que toi, tu constates des demandes au niveau de l'OPCO? Est-ce que c'est un dispositif qui est initié par le salarié finalement? Oui. Est-ce que les salariés connaissent ce dispositif? J'en suis pas certain. Alors bon, je pense que alors d'abord c'est sûr, désormais, donc ça d'ailleurs c'est un point qu'il faut faire savoir, c'est qu'en fait désormais les OPCO ne sont plus à la manœuvre du financement du compte personnel de formation, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Donc nous on voit plus le salarié, quoi, ça veut dire. Donc là-dessus, je peux pas te répondre sur en effet qu'est-ce que nous on voit. Par contre, ce qu'on voit dans les chiffres en tendance, c'est que bon, c'est un dispositif alors qui est connu, sans doute encore pas assez. Je suis d'accord. Il y a des demandes, de fait, il y a des demandes. Elles sont en progression. Et il va falloir continuer à faire en sorte que ce soit connu. Et je pense aussi, ça peut être de ce fait la responsabilité aussi de l'entreprise. J'en reviens à ce que je disais, mais c'est vrai que l'entreprise, encore une fois, dans un projet co-construit, peut tout à fait aussi mobiliser son salarié, sensibiliser son salarié à cette problématique. Je pense qu'il faut, voilà, moi, le point de curseur, c'est oui, c'est un dispositif à la main du salarié. C'est d'ailleurs lui qui engage l'action. C'est vraiment lui qui est vraiment à la manœuvre. Pour autant, dans certains cas, l'entreprise peut réfléchir à un projet co-construit avec le salarié, avec ce dispositif comme source de financement. J'indique par contre, à mon sens, qu'il faut que ce soit partagé entre des fonds de l'entreprise et des fonds du CPF. Voilà. Sinon, on n'est pas dans la co-construction. D'où l'importance de mener régulièrement des entretiens, alors pas forcément professionnels, mais des entretiens réguliers avec les collaborateurs quant à leur suivi de carrière. On avait discuté d'un sujet qui peut être une réponse aux enjeux, c'était l'apprentissage. Tu m'avais dit, Stéphane, oui, les entreprises qui s'en sont le mieux sorties suite à 2008, c'est les entreprises qui ont mis en place des stratégies fortes au niveau de l'apprentissage. Alors, ça, c'est certain, c'est tout à fait vrai. C'est vraiment un des grands enseignements de la crise de 2008, encore une fois, qui a été très longue. Donc, c'est un peu spécial. Mais si vous voulez, ce qu'on voit, c'est que les contrats en alternance, globalement, d'ailleurs, apprentissage ou contrat pro, peu importe, bon, ça suit toujours la courbe de l'emploi. Quand la courbe de l'emploi baisse, il n'y a pas de miracle. Quand la courbe de l'emploi baisse, la courbe de l'apprentissage baisse aussi. Quand la courbe de l'emploi remonte, la courbe de l'apprentissage remonte. Donc, on a quelque chose qui est quand même relativement cadré. Bon. Ce qu'on voit très clairement, c'est typiquement, alors moi je m'appuie là-dessus plutôt notamment sur des chiffres du côté dans l'automobile. C'est que il y a eu une crise dans l'emploi dans l'automobile en 2012, 2013, 2014 assez forte, avec plutôt des licenciements que des recrutements, faut être clair, et puis plutôt aussi plutôt une baisse des contrats d'apprentissage.
Et puis tout d'un coup, il y a eu un retournement de tendance. C'est-à-dire que c'est une bonne chose, l'activité a repris, les entreprises se sont mis à rembaucher, et puis ont eu du mal il y a quelques mois, on parlait de pénurie, hein, pénurie de compétences, on parlait d'emploi en tension partout, c'était quand même ça le mot d'ordre. Bon, et donc on voyait des entreprises qui du coup cherchaient des candidats, que ce soit en salarié classique ou en apprentissage, qui sont aussi des salariés classiques, et avaient du mal du coup à finalement à recruter. Ça a été ces 3 dernières années une grosse problématique. Bon, les gagnants, ceux qui n'étaient pas dans cette position, c'est tous ceux qui n'avaient pas fait d'impasse trop forte sur la question de l'apprentissage, y compris pendant le temps de crise. Concrètement, et là, je pense, enfin, je sais pas, j'ai l'impression de dire vraiment quelque chose de bon sens. Donc, c'est que concrètement, une entreprise qui a une politique de recrutement en alternance réelle, voilà. Eh bien, en fait, c'est vraiment ça de gagner pour la suite dans le recrutement de ces compétences. Et c'est être à peu près sûr que quand on va avoir besoin des compétences, on va les trouver en fait dès l'interne. Et c'est se prémunir d'un problème de métier en tension et de recrutement qu'on n'arrive plus à faire parce qu'il n'y a plus de candidats. Voilà. Donc oui, en effet, l'apprentissage, il faut le voir certes comme un besoin ponctuel sur des sujets, mais il faut vraiment voir aussi ce que ça a d'important pour la suite, pour la perpétuation de son entreprise. Dans le recrutement des compétences, c'est un vrai levier pour faire rentrer des gens à moyen terme, quoi. Voilà. T'as un avis, Carole, par rapport à ça? Tes clients ont engagé des process de relations écoles qui sont forts vis-à-vis de cette notion de développement des compétences pour l'entreprise? Ouais, bah, nous, on travaille avec des grands groupes, donc ils ont tous des structures qui s'occupent des relations écoles. Et sur l'apprentissage, ils ont des viviers en fait qui travaillent fortement. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y en a de plus en plus qui constituent des CFA internes, même sur des métiers qui, pour le coup, je pense notamment à la banque où il y a pléthore de formations qui existent sur le marché, mais il y a quand même quelques réflexions là-dessus. Si on regarde dans le luxe, on a besoin aujourd'hui tout simplement de couturières et du coup, on a dans tout ce qui est couture, maroquinerie, etc., des CFA internes qui sont montés parce qu'on n'a pas aujourd'hui on n'a plus les organismes et enfin, en tout cas la force de formation qu'on pouvait avoir et donc en fait l'apprentissage quelque part est moins touché chez nos clients que les autres modes finalement de recrutement puisqu'en fait comme ils ont déjà investi c'est quelque chose qui va pour l'instant qui est pérenne. On voit plus un impact sur les stagiaires et puis sur du recrutement classique, quoi. Et puis l'apprentissage, ça coûte quand même moins cher de faire de l'upskilling sur des jeunes diplômés que… Puis ça leur permet de découvrir l'entreprise et du coup parfois des métiers auxquels je pense notamment sur la banque assurance aujourd'hui mes clients ont quand même c'est quand même des métiers qui font moins rêver qu'avant. Et donc du coup, c'est aussi une manière de mettre le pied à l'étrier de jeunes qui finalement se projetaient pas forcément dans certains métiers, et puis quand ils y goûtent, ils trouvent ça bien et du coup ils y vont. Et donc c'est aussi l'intérêt de l'apprentissage. C'est un sas d'entrée. C'est payant à tout égard. C'est un sas d'entrée formidable pour l'entreprise parce qu'elle a le temps finalement de former un jeune à sa culture d'entreprise, à ses métiers. Donc pour l'entreprise, c'est quand même vraiment, à mon sens, très payant. Et puis on sait aussi que pour lutter contre le chômage des jeunes, donc sur le terrain des jeunes eux-mêmes, c'est ce qui marche le mieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas meilleur dispositif pour insérer des jeunes dans la vie active. Hein. C'est très frappant. Là, les chiffres sont extrêmement éloquents, quoi. Et puis, il y a un léger vieillissement de la population en France. Donc, c'est un sujet dont on n'a pas parlé, d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire.
Il y a donc quand même un sujet aussi chez certains de nos clients qui est le fait qu'on a pas mal de départs à la retraite et de risques de perte de compétences stratégiques. Si en même temps on se dit qu'on recrute plus, qu'on bloque le recrutement, eh bien du coup on a encore plus besoin d'être clair sur quelles sont ces compétences stratégiques qui partent à la retraite et comment on fait en sorte pour que en interne on prenne des personnes qui les acquièrent. Et ça, c'est des choses qui quelque part avant crise, on se disait c'est pas grave, je vais recruter un jeune ou quelqu'un qui a déjà des compétences. Mais là, en fait, c'est juste, je vais pas faire à l'externe, je vais prendre à l'interne et je vais former par rapport à ces compétences. Donc, ça demande de savoir quelles sont les compétences qui partent. 2, de se mettre en ordre de bataille pour identifier les gens qui peuvent aller vers ces métiers et ces compétences, et après de créer le transfert de compétences. Faire du mentoring. Ouais. Et donc, ça, c'est des choses qui sont aussi en cours et c'est simplement que la crise a complètement rebattu les cartes. Et donc, en fait, nous, les équipes RH, au début, ont été vraiment beaucoup sur je réorganise le travail, etc. Et là, aujourd'hui, elles ont ce sujet de upskilling, reskilling. Il y a un autre point dont on n'a pas parlé qui est aussi le côté géographique de l'équation. C'est-à-dire qu'avant, on raisonnait quelque part sur où est-ce que je localise la compétence. On avait beaucoup de clients qui étaient où est-ce que ça me coûte le moins cher. Et en fait, là, avec la crise, on a quand même un certain nombre de flux internationaux qui ont été bloqués. On a des difficultés dans certains pays, etc. Et donc, en fait, il y a des phénomènes de relocalisation de certaines compétences où on se dit, mais je peux pas me permettre qu'elles soient en Asie ou autre. Et par contre, il y en a d'autres, on se dit, tiens, en fait, je pensais pas que c'était délocalisable parce que je croyais qu'il fallait qu'ils viennent au travail sur ce site-là, mais en fait, ils le font très bien à distance. Donc, peut-être que au lieu d'être avec, par exemple, tout le monde à Paris, je vais pouvoir le faire soit en France, soit à l'international sur certains métiers. En tout cas, la question spatiale des compétences a été complètement bouleversée par le Covid. Il y a l'exemple de Renault, je crois, qui est assez fort là récemment. Tout à fait. Qui a complètement inversé son accord de télétravail. Je sais plus ce que c'était. Ils devaient autoriser un jour par semaine et là, ils autorisent un jour par semaine en présentiel. Je crois que c'est ça. Ils ont complètement inversé la tendance. Et d'ailleurs, tu vas être, je pense, pas mal impacté, toi, Stéphane, au niveau d'Opco-Mobilité par les prochaines mesures qui vont être annoncées, notamment sur… il va y avoir des mesures sur… Alors, en fait, il y a deux choses, nous, qu'on attend, effectivement. Alors, il y a un plan d'action, je ne s'appelle pas tout à fait comme ça, mais enfin, peu importe. Il y a un plan d'action sur l'automobile qui va être déroulé demain. Ouais. Je crois que c'est Bruno Le Maire qui est à la manœuvre. Donc, sur l'ensemble de la filière automobile. Donc, ça, évidemment, c'est un point qu'on va beaucoup surveiller. Sachant que c'est un secteur qui a pas mal souffert. Hein. Les ventes automobiles ont ont chuté considérablement. La maintenance automobile également. Hein. En réalité, les voitures ont beaucoup moins roulé, donc c'est assez classique, hein, c'est assez logique. Et puis la deuxième chose qu'on va beaucoup surveiller aussi, c'est que il y a donc la ministre du Travail rencontre ces derniers jours les partenaires sociaux sur la question de l'apprentissage. Et donc Madame Pénicaud nous indique que sous quinzaine, donc on va voir si la date va pouvoir être maintenue, sous quinzaine, elle devrait donc nous présenter un plan d'action pour l'apprentissage avec potentiellement des soutiens pour aussi bien vers l'entreprise que vers le jeune, que vers le CFA. Donc ça peut prendre vraiment différentes formes. Moi je suis plutôt optimiste. Je pense que par nature, peut-être, je sais pas. Je pense qu'en effet, l'État va faire en sorte que l'apprentissage que les rentrées de l'apprentissage soient le moins impactées possible. Donc oui, ça c'est le deuxième plan qu'il faut vraiment surveiller là sur le début du mois de juin. Ouais. Parce que c'est vrai que je crois qu'on en avait parlé, Carole. On reçoit des centaines de CV, de demandes, alors que ce soit de stages, de contrats d'apprentissage, on en reçoit 4 à 5 fois plus qu'en temps normal aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie problématique pour la prochaine rentrée. Il y a une problématique et les jeunes nous le disent. Hein, ils disent que globalement, quand on commence à dire qu'on recrute encore, ils disent vous êtes certains parce que en fait, on trouve pas actuellement. Je pense qu'il y avait aussi le problème d'accompagnement, de trouver des tuteurs qui soient aptes en période de crise à accompagner un stagiaire ou un apprenti. C'était déjà compliqué de s'accompagner soi-même, entre guillemets.
Donc, de là à embarquer oui, ça a été très soudain. Pas évident. Oui, en fait, on passe d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire qu'on passe d'une situation où on ne manquait pas de candidats, on manquait plutôt d'offres entreprises, Ouais. à vraisemblablement une situation, là, sur l'automne, où on va plutôt manquer d'offres entreprises et par contre avoir beaucoup de candidats. Voilà. Et tout ça se fait en quelques mois, quoi. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux et de priorités qui vont aussi être revus au niveau de la fonction RH. Hein. C'est vrai que ces derniers mois, on entendait beaucoup parler de comment je travaille ma marque employeur à l'externe. Bah, là, en fait, je pense que les entreprises vont surtout se concentrer sur comment je travaille ma marque employeur en interne. Donc, je pense qu'il y a des priorités qui vont être largement revues. Oui, et après, la question, c'est comment on répond à l'attente des collaborateurs. Parce qu'en fait, Ouais. les grands programmes, il y en a tellement. Enfin, là, je parle plutôt grands comptes, grands clients, grandes entreprises. On a vu, j'ai des programmes de transformation, il y en a tous les ans avec des nouvelles marques, etc. internes. Et la question, c'est comment on touche le collaborateur pour qu'il se dise, pour une fois, c'est un vrai truc, et comment on arrive finalement à recréer un lien avec lui et à répondre à sa quête quelque part personnelle, qui est de dire finalement. Qu'est-ce que vous faites pour moi et quelle est ma place moi dans ce projet, cette espèce de grand projet d'entreprise qui me paraît quand même très loin. Tout ça dans un système où avec quand même le télétravail on est plus à distance et donc garder le lien avec l'entreprise est quand même un peu plus compliqué. Hein. On voit bien que quand il y a à faire venir tout le monde au travail parce que tout le monde était parti en télétravail depuis des années et qu'ils avaient un lien qui était perdu, on a un vrai sujet d'un point de vue RH qui est de dire voilà comment avec cette entreprise qui est finalement complètement disséminée partout. Comment on garde cette culture d'entreprise, ce lien, et on arrive finalement à embarquer les collaborateurs dans quelque chose qui les touche et qui fait qu'ils vont se mettre en mouvement pour se former par rapport aux compétences dont on a besoin pour que la boîte survive finalement à la crise qui est là et qui va se développer. Ouais, donc des problématiques d'engagement et de réengagement et de motivation des collaborateurs. Complètement. Il y a Gaël Châtelain-Berry qui a fait un petit sondage la semaine dernière qui posait simplement la question de savoir si les salariés étaient motivés à retourner au travail, pas par rapport au risque du Covid, par rapport au fait de faire leur travail dans l'entreprise. Et je crois qu'il y a plus d'un salarié sur deux qui retourne assez peu motivé finalement. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui en ont profité pour faire une espèce d'introspection, peut-être aussi malvenue, parce que faire une introspection en temps de crise, c'est pas forcément le meilleur contexte pour le faire. C'est pas là où on a forcément les meilleures idées. Donc il y a pas mal de problématiques effectivement de motivation qui doivent être traitées et comme on l'a dit tout au long de ce webinaire, il va falloir intégrer le salarié dans la réflexion globale de l'entreprise et pas simplement lui dire on va évaluer tes compétences, tu vas suivre telle formation. Il faut vraiment que ce soit une action commune et partagée, participative et avec une très forte communication. C'est-à-dire qu'on rajoute une étape qui est de dire prenez le temps on va vous aider à faire un point sur là où vous en êtes. Par rapport à ça, on verra vers où on va. Les entreprises ont tendance à dire j'ai besoin de ça, donc tu vas faire ça. Mais on voit bien que ça marche pas, et surtout en ce moment, j'en ai pas parlé, mais on a quand même eu des phénomènes où les gens se sont rendus compte qu'ils étaient sur des jobs périphériques parce qu'ils n'étaient pas dans les compétences stratégiques. Donc du coup, juste eux, ils étaient retournés chez eux, mais ils n'avaient pas le droit d'utiliser de PC parce que les réseaux de l'entreprise tenaient pas la cadence, etc. Donc il y a eu des souffrances personnelles pendant cette période sur certaines populations qu'il faut adresser. Et donc du coup, c'est important de dire voilà. Il y a plein d'opportunités. Il y en a chez nous, il y en a peut-être peut-être à côté en fonction de ce que vous voulez faire et de vos aspirations, mais prenons le temps de regarder quelles sont vos compétences et ce que vous avez envie de faire. Et derrière ça, construisons un projet de carrière ensemble. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Est-ce que vous souhaitez conclure sur un point spécifique, Stéphane ? Non, je vais quand même indiquer
tournez-vous vers vos OPCO. Nous, on n'a pas cessé de travailler. Le conseil, maintenant, on le fait à distance. On s'est totalement mis sur un conseil aux entreprises à distance, soit via des webcams, soit via des vidéos, soit téléphoniques. Sur tous les sujets de formation, d'apprentissage, là, vous avez un conseil, je veux dire, gratuit. Alors, évidemment, les entreprises payent une contribution chaque année, donc c'est pas totalement gratuit, mais enfin, en tout cas, quand même, au final, ça l'est. Vous avez des OPCO qui répondent, qui sont là, qui pendant la crise ont continué et vont continuer à accompagner les entreprises. Donc, vraiment, surtout, faut pas hésiter à les appeler. Et au-delà même du sujet, il y a le sujet évidemment du financement de la formation, et on est très connu pour ça, mais on peut faire d'autres choses. On peut vraiment aussi conseiller sur les compétences, vous proposer des consultants pour travailler sur les sujets de la GPEC, vous orienter vers des CFA. Donc, il y a un panel d'intervention sur les compétences qui est important. Donc, je peux que inviter les auditeurs à se tourner vers leurs OPCO. Voilà. Alors, tournez-vous vers les OPCO pour préparer, cartographier, etc. Et puis, tournez-vous vers WizardSkills pour mettre tout ça en herbe pour digitaliser tous ces processus. Ouais, et ce que je voudrais juste rajouter, c'est que ce qui est important, c'est d'allier le digital et l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, les outils font pas tout et ils sont là simplement pour faciliter les choses. Et ce qui est extrêmement important dans cette période, mais ça l'a toujours été, mais c'est encore plus fort, c'est de garder les liens humains. Et on voit, nous, avec nos clients, on travaille beaucoup sur le fait d'utiliser la solution pour que les gens aient un temps d'introspection, de réflexion personnelle, pour que l'échange avec le RH ou avec le manager autour de mes besoins de formation, de ce sur quoi est-ce qu'il faut que j'évolue, sur mes atouts, sur mes appétences, etc., pour que tout ça, finalement, cet échange qui ne peut être qu'avec un humain, soit beaucoup plus intéressant et beaucoup plus bénéfique pour les différentes parties prenantes. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment utiliser le digital pour permettre finalement aux équipes RH et managériales d'accompagner ce projet et faire en sorte que finalement on arrive à avoir et à construire l'entreprise avec les ressources qu'on a actuellement en interne. Ça marche. Super, écoutez, je vous remercie. Donc à ceux qui nous écoutent, si cela vous intéresse, le prochain Webicafé aura lieu jeudi matin à 11h sur le sujet de la formation et donc de la digitalisation des formations en présentiel, avec un retour d'expérience de la société Promode et un expert de chez Bidiz. Merci à Carole et merci à Stéphane et je vous souhaite un excellent appétit. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.